merci à toutes et à tous d'être là. Alors moi, je vais vous présenter aujourd'hui les premiers résultats d'un projet, le projet Accès, que je mène donc avec Sylvain Bell et Solène Karoff ici. Et donc, ce sont des résultats, on va dire, intermédiaires. Et je vais faire une présentation assez concentrée sur un aspect, sachant que le projet est toujours en cours. Alors, je vais d'abord dire quelques mots sur le projet Accès et revenir un peu sur le cadre dans lequel il prend place. Alors, ce projet prend place dans un programme, c'est un programme synchro, donc c'est Sociologie des innovations en cancérologie, et sur lequel il y a d'autres programmes aussi chez les adultes. Et là, c'est un projet sur la pédiatrie et qui part d'un constat qui est celui dans lequel 20% des enfants actuellement décèdent encore d'un cancer quand ils en ont un. Et donc, qu'il y a finalement beaucoup de cancers avancés, que ce soit des cancers en progression ou des cancers en rechute, et que globalement, l'oncologie pédiatrique se distingue par le fait qu'il y a peu de traitements disponibles. C'est un domaine, c'est une maladie rare, le cancer des enfants, il y a 2500 cas en France chaque année, et donc c'est un domaine de peu d'intérêt pour les industriels pour développer des traitements spécifiques, ce qui fait aussi qu'il y a une demande ou une attente de nouveaux traitements, en particulier en situation d'innovation thérapeutique, ce qui est le cas avec l'arrivée de la médecine de précision en oncologie en général, donc qui amène beaucoup d'espoir dans le domaine de l'oncologie pédiatrique. Et donc le projet Accès se consacre vraiment sur ces enfants en rechute ou avec des cancers réfractaires pour s'intéresser comment ils accèdent à des essais précoces, à la fois en France et en Europe. Et c'est un projet qui a la particularité donc, d'être mené au CESTIM, mais d'être aussi lié à Gustave Roussy, qui le soutient, et à une association de parents, Imagine for Margot, qui le finance. Et donc c'est un projet qui est directement en lien avec des médecins, mais aussi avec une association de parents, et donc qui se construit finalement un peu aussi en contexte d'application. Donc ça, c'est le projet d'ensemble. Et la spécificité, ou l'autre spécificité, c'est que c'est un projet de sociologie, et donc qui a une notion, on va dire, très sociologique du parcours de soins, et en particulier de cette trajectoire parcours de soins qui est très multisituée dans le cas du cancer, et encore plus dans le cas du cancer des enfants, et encore plus dans le cas des cancers avancés, dans la mesure où il met en relation à la fois des enfants, leurs familles, différents centres, et la recherche. Alors notre méthodologie, justement, a pour but, et c'est son principe, d'explorer un peu toutes ces strates-là qui constituent les parcours de soins. Donc c'est à la fois essayer de reconstituer l'expérience, à la fois des enfants, des adolescents et des familles. Donc on réalise, et donc Sylvain Bell et Solène Karoff réalisent des entretiens avec les familles et les enfants actuellement qui rentrent dans les essais précoces, mais ces familles-là et ces enfants passent dans différents services et des centres, et donc on réalise des observations dans ces centres-là avec des entretiens auprès des médecins, observations de staff et observations de consultation, en particulier dans les centres CLIP, donc labellisés CLIP, labellisés phase précoce par l'INCa. Ça prend place dans une organisation bien particulière qui est celle de l'oncologie pédiatrique en France, donc qui est un réseau de 33 centres qui sont assez largement structurés par la Société française des cancers de l'enfant et qu'on essaie aussi de caractériser dans la manière dont elle est organisée en réalisant des entretiens avec les chefs de service et les médecins, mais aussi du personnel soignant de différents centres en France, que ce soit des plus petits centres ou des centres qui réalisent la recherche. Et enfin, en dernier recours, quand on parle de recherche clinique et de phase précoce, on s'intéresse à la recherche. La recherche est organisée, qu'elle soit clinique ou fondamentale, à l'échelle internationale souvent. Et donc on s'intéresse à tous ces réseaux-là dans lesquels les chercheurs cliniciens vont se retrouver pour ouvrir des essais, discuter les cas des patients. Et en particulier, il y a un groupe coopérateur qui est ITCC au niveau européen, qui cherche justement à relier les centres qui font de la recherche clinique sur l'oncologie pédiatrique. Et donc notre approche qui est justement de rendre compte de ces trajectoires multisituées aux différents niveaux. Alors aujourd'hui, je vais vous parler en fait d'une étude particulière ou d'un morceau d'essai particulier qui est l'étude MAPIACT et qui est en fait un essai de screening moléculaire qui a pour but d'obtenir la carte d'identité génétique des tumeurs des enfants en rechute. Et je vais en fait parler à travers de ce cas précis de l'intégration de la médecine de précision dans les parcours de soins des enfants et les cancers avancés. Donc je vais faire ça en 3 points, et ça va être assez rapide forcément dans le cadre de ce format-là. D'abord, je vais revenir sur ce qui se passe avec cette médecine de précision et comment c'est une forme d'innovation dans la prescription. Donc comment MAPIACT est pensé pour modifier la prescription d'un certain type de traitement qu'il a un essai. Ensuite, je vais m'intéresser à comment concrètement c'est mis en place en France et essayer de montrer à quel point finalement l'organisation fait que l'innovation va être prescrite dans le cadre de dispositifs et de RCP bien particulières. Et j'aborderai quelques éléments des conséquences du développement de la médecine de précision en France à travers MAPIACT, en particulier sur les patients, leurs familles, les médecins et plus généralement sur l'organisation du système de santé. Alors, le premier point, c'est un peu, qu'est-ce qui se passe avec cette arrivée de la médecine de précision et en particulier dans le MAPIACT, dans le domaine de l'oncologie pédiatrique et comment la médecine de précision trouve sa place dans le parcours de soins des enfants en rechute de cancer.
Alors, la médecine de précision, en arrivant, en se développant, elle crée des sources d'espoir, et donc, comme je disais, en particulier dans le domaine de l'oncologie pédiatrique, parce qu'il y a peu de traitements disponibles, et l'arrivée de molécules qui ont un rationnel scientifique basé sur les caractéristiques biologiques de la tumeur permet d'espérer des traitements plus adaptés à des pathologies infantiles qui ne sont pas celles des adultes. Et donc, l'arrivée de ces nouvelles approches pour développer des molécules et de ces nouveaux essais a été repris par les pédiatres, oncologues et aussi par les associations de parents pour chercher finalement à faire bouger les lignes et amener de nouvelles molécules dans les services d'oncologie pédiatrique. Et dans ce cadre-là, l'essai MAPIAC dont j'ai parlé et son essai un peu médicamenteux ISMART Dual a été lancé en soutien, avec le soutien de Imagine for Margot et d'autres associations de parents et par différents promoteurs académiques, Gustave Roussy, l'Institut Curie, etc., pour justement amener dans une grande échelle la médecine de précision pour les enfants qui ont des cancers avancés et donc pour lesquels il n'y a plus de traitement standard disponible. Alors ça dépend de l'élément pathologique, ça peut être la première, la deuxième, la troisième ligne, mais ça peut arriver très tôt en fait dans les parcours de soins que les traitements standards qui ont une autorisation de mise sur le marché ne soient plus disponibles. Et donc, dans le cas de l'oncologie pédiatrique en particulier, la recherche devient finalement une option thérapeutique pour les cancers avancés. Et cette option thérapeutique-là, elle se retrouve donc intégrée en France dans les parcours de soins, donc à travers ces deux essais, MAPIAC, donc qui est un essai de screening moléculaire, qui a pour but, après une biopsie, d'avoir le portrait génomique et d'autres éléments informationnels de la tumeur, et ISMART, qui met à disposition des molécules rendues disponibles par les industriels, après identification de cibles moléculaires sur la tumeur, ou, dans certains bras, aussi pour des tumeurs qui n'ont pas de cible moléculaire spécifiquement identifiée, mais qui permet un peu de couvrir la France d'une offre disponible d'essais précoces sur des molécules de la médecine de précision. Et donc, l'idée générale, et c'est la manière dont ont été pensés ces deux essais, c'est d'apporter une nouvelle solution au moment de la rechute, et en particulier quand les traitements standards disparaissent. Donc, MAPIAC, ça va vraiment être l'objet dont je vais parler aujourd'hui. Donc, c'est un essai qui est non thérapeutique, c'est une étude qui a pour but, en fait, au moment de la rechute, de procéder à une biopsie ou de récupérer un morceau de tumeur, de la séquencer avec différents types de séquençage, donc c'est l'ADN, c'est aussi l'expression ARN, et c'est d'autres types de séquençage, et de pouvoir ensuite, et c'est ça un peu sa particularité, de mettre en relation des biologistes et des chercheurs cliniciens, qui sont là dans les promoteurs, enfin les investigateurs principaux de l'essai, qui sont à Gustave Roussy et à Curie, en contact avec les médecins référents des enfants et des adolescents dans les différents centres en France, à travers en fait, deux entités, une MTB, une Molecular Tumor Board, où il y a les biologistes qui parlent avec les médecins-chercheurs, qui permettent d'identifier dans les profilages génétiques et génomiques des tumeurs s'il y a ou pas des cibles d'intérêt, par exemple une fusion particulière ou une amplification particulière, et ensuite, lors d'un deuxième Molecular Tumor Board, clinique cette fois-ci, de proposer ou de dire aux cliniciens qu'il y a des options possibles dans les essais précoces, soit dans ISMART, soit dans d'autres essais, soit potentiellement même des applications hors AMM de molécules déjà disponibles chez les adultes. Et donc, on a vraiment un dispositif qui cherche finalement à orienter des enfants et adolescents en rechute vers la recherche clinique. Alors pour donner juste, c'est une grande slide et c'est pour donner un morceau d'entretien d'une des scientifiques qui est responsable donc justement de ce lien entre la biologie en fait, et la clinique. Voilà, la MAPIAC fonctionne de cette manière-là. On discute des résultats moléculaires dans la première réunion entre eux, qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce que c'est pour eux, qu'est-ce qui est important dans ce profil. Et après, donc la deuxième réunion, la réunion clinique, on transmet aux cliniciens uniquement les altérations qui ont été identifiées. Et par exemple, là, elle prend un exemple, dans le cas où il y a 3 altérations, l'idée c'est de se dire cette altération-là permet de se diriger vers un essai précoce identifié, celle-ci pourrait être d'intérêt mais pas forcément très identifiée, et puis celle-là n'est pas référencée dans la littérature et il n'y a pas de molécule actuellement disponible. Donc il y a ce rôle d'aiguillage un peu entre une offre plus ou moins diverse d'essais de phase précoce et des enfants en rechute. Et ce dispositif-là a été pensé dès le début pour être un dispositif national. Donc là, c'est la carte qui est obtenue à travers les données récupérées sur l'essai MAPIAC, qu'on a réalisé. Donc les points représentent chacun des patients qui a été séquencé dans le cas de MAPIAC en France. Les couleurs représentent les différents centres qui ont procédé à l'inclusion dans l'essai MAPIAC, et les étoiles jaunes représentent les centres dans lesquels les essais ISMART sont ouverts. Donc c'est un sous-ensemble des centres dans lesquels MAPIAC est pensé. Et donc en fait, MAPIAC est finalement une porte d'entrée pour la médecine de précision qui couvre l'ensemble du maillage français et qui permet de les concentrer dans les centres où se fait la recherche et où sont ouverts les essais précoces médicamenteux.
Mais concrètement, en fait, là c'est une vision un peu schématique, un peu globale, comment se met en place concrètement en fait, cet accès des enfants aux essais précoces dans des parcours de soins qui par ailleurs se font dans un système de santé déjà structuré. Et donc en fait c'est un peu le deuxième point, c'est comment cette innovation va se retrouver en fait prescrite au même titre ou à côté ou en parallèle, et c'est la question des traitements standards qui sont disponibles dans les services d'oncologie pédiatrique. Et donc comment MAPI Act est intégré au parcours de soins. Alors, le point est, donc nous on a essayé de mailler un peu le paysage national, et ce qui apparaît, c'est qu'en fait, MAPI Act et aussi eSmart reposent en dernier recours, alors c'est à la fois une surprise et pas une surprise, mais sur l'organisation standard du soin. Ça a beau être de la recherche, mais en dernier recours, la manière dont elle s'intègre dans les parcours de soins, c'est en reposant complètement sur l'organisation interrégionale de l'oncologie pédiatrique. L'oncologie pédiatrique a plusieurs formes d'organisation qui lui sont spécifiques, en particulier des RCP interrégionales, dans lesquelles tout nouveau cas, tout nouveau diagnostic est discuté et le traitement présenté par le médecin référent. Et souvent, dans quasiment tous les cas, les situations de rechute sont représentées pour discuter avec les cliniciens de l'interrégion les traitements à envisager. Et en fait, MAPI Act, donc le séquençage de la tumeur, est discuté à ce moment-là, dans ces RCP interrégionales. Et donc dans le cas de la région sud-est, Marseille et le centre investigateur pour MAPI Act, et aussi pour eSmart, va se connecter à cette RCP, comme Montpellier, comme Nice, et les cas de rechute vont être discutés. Et c'est à ce moment-là que va être proposé, potentiellement, le séquençage de MAPI Act, généralement au moment de la rechute, alors qu'il y a encore d'autres traitements envisageables dans un parcours standard, histoire d'anticiper le fait qu'à un moment donné, si la tumeur progresse encore, il ne va plus y avoir de traitement. Et donc, finalement, MAPI Act se retrouve intégré dans le fonctionnement normal du système de soins de l'oncologie pédiatrique. Et ceci, en créant non pas un essai spécifique lié à un centre éloigné, mais en créant une opportunité locale, disponible au même titre des autres options, dans le contexte local. Et donc là, c'est un médecin de Marseille qui parle en disant que maintenant avec MAPI Act, en fait, l'offre est locale, elle est disponible maintenant dans la discussion en RCP interrégional, de même titre que les autres options thérapeutiques. Et ce que ça a fait, c'est que ça l'a intégré à la pratique médicale directement. Là, c'est le cas d'un médecin de Montpellier qui dit, oui, en fait, au moment de la rechute, on discute de la possibilité de faire un séquençage dans MAPI Act, d'avoir une carte d'identité génétique de la tumeur, histoire de pouvoir anticiper ensuite les essais précoces. Et donc, en fait, la porte d'entrée à la recherche clinique est directement intégrée au niveau des parcours de soins dans les RCP interrégionales. Et donc, ça pose une question intéressante, et c'est un peu là notre travail de sociologie, c'est de se poser la question de quels sont les changements en fait, qui sont liés à cette forme spécifique d'intégration de la médecine de précision. On a d'un côté, finalement, une nouvelle option qui apparaît, qui n'est pas un traitement standard, qui est de la recherche clinique, et qui plus est de la recherche clinique précoce. Et donc, cette carte génétique de la tumeur, elle permet non seulement d'aller à cette recherche clinique, mais aussi potentiellement d'envisager des traitements hors AMM, donc hors autorisation de mise sur marché, avec des molécules disponibles chez l'adulte, mais pas chez l'enfant, et donc de réfléchir un peu à des solutions qui vont être en marge du traitement standard. Donc là, c'est une option nouvelle. Mais c'est aussi finalement une forme de recommandation par la recherche pour les traitements standards, et MAPI Act s'intègre comme ça dans les routines en devenant une recommandation supplémentaire dont peut avoir accès le médecin référent qui suit un enfant dans un centre qui ne fait pas forcément de recherche. Et donc la question se pose, dans quelle mesure en fait, cette nouvelle option qui est en fait une recommandation se transforme dans une forme de prescription bien spécifique qui est de prescrire en fait un essai précoce et prescrire de la recherche. Et donc le fait que la recherche précoce soit le fait d'un petit nombre de chercheurs qui sont assez au courant en fait, des évolutions nationales et internationales de la recherche, qui sont proches des essais, fait qu'il y a une forme d'expertise bien spécifique et ils sont en mesure en fait, de prescrire un type spécifique de traitement, qui n'est pas un traitement standard, qui est de la recherche. Et donc cette question-là, entre option, recommandation ou prescription, se pose la question en fait, de comment cette recherche-là est vécue et située par les médecins référents. Et donc, ces questions-là, c'est un peu aussi un programme de recherche, et donc je ne vais pas répondre directement à ça, je vais plutôt donner des éléments concrets sur quelles sont les conséquences de la mise en place de MAPI Act, concrètement, pour le fonctionnement, on va dire, je mets des guillemets, mais quotidien de l'oncologie pédiatrique en France. Et donc, c'est quelques éléments d'analyse. Alors, très concrètement, en fait, à la fois pour les familles et pour les enfants et pour les médecins, la mise en place de MAPI Act et d'eSmart, c'est une opportunité thérapeutique supplémentaire en cas d'échec. Là où l'échec souvent signifie un passage en soins palliatifs ou au contraire, ou une tentative de traitement qui ne vont pas forcément être directement recommandés, la proposition de faire un séquençage
de la tumeur et d'orienter vers la recherche clinique devient une option qui permet de réouvrir les possibilités. Et donc là, c'est la parole d'une mère, d'une enfant qui est soignée à Marseille, je crois. Voilà, la recherche clinique est intéressante parce que on est prêt à tout. Je leur ai dit, mais à l'étranger, on est prêt à aller n'importe où. On ne peut pas dire, on ne fait plus rien, ce n'est pas possible. Et donc, c'est une forme d'après, quand les traitements standards ont échoué. Et d'autre part, pour les médecins, c'est aussi la possibilité de pouvoir recommander quelque chose à leurs patients, surtout dans les centres qui ne font pas directement de la recherche, dans lesquels les essais de phase précoce ne sont pas directement disponibles. Et donc, dans les faits, ça a permis de systématiser à l'échelle nationale la possibilité de référer, pour des centres qui n'ont pas l'habitude de faire la recherche, des patients vers la recherche clinique. Ce faisant, ça a une conséquence qui est quasiment mécanique, c'est que ça conduit à beaucoup plus de déplacements de la part des familles et des patients. La recherche clinique précoce étant centralisée dans certains centres, en particulier les centres l'habilité phase précoce, y accéder signifie souvent quitter son centre plus régional pour avoir accès aux phases précoces. Et donc, à travers les données que l'on a donc, sur MAPIACT, on a une augmentation de la mobilité, on constate une augmentation de la mobilité des familles, sachant que la mobilité moyenne dans le cas du cancer, c'est environ 20 km. Le déplacement nécessaire pour aller obtenir la carte d'identité génétique de la tumeur est de 63 km en médiane. Et donc, on a des patients qui vont quitter leur région, aller dans l'interrégion, voire plus loin. Et au-delà de la distance purement matérielle des kilomètres parcourus, c'est aussi des changements d'hôpitaux. C'est-à-dire, c'est passer d'un centre dans lequel le traitement standard est mis en place pour aller vers un centre qui est investigateur de MAPIACT et potentiellement ensuite aller dans un centre qui est investigateur de eSmart. Et donc, ça conduit à faire des changements de centre qui ont finalement une complexité supplémentaire parce que c'est changer d'équipe soignante, c'est changer de personnel d'accompagnement. Et ça concentre en fait la partie des familles avec des enfants en rechute de cancer dans les centres investigateurs. Et pour donner un exemple, encore une citation d'une mère, je crois que c'est la même que tout à l'heure, donc on vient du coup à Arnaud-Villeneuve, un coup à X, un coup à Marseille, et quand on a besoin de transfusion, à l'hôpital de Sète. Donc on est un petit peu partout. Et donc ça construit des trajectoires de soins qui sont très multisituées entre différents centres pour justement permettre à la fois d'accompagner une participation à la recherche, les traitements standards, et sur des distances qui peuvent aller en augmentant. Donc ça génère, ce faisant, des contraintes pour les patients. Et donc là, c'est le cas d'une jeune patiente prise en charge encore une fois sur Marseille. Alors, tout au début, sur Montpellier, on y allait tout le temps en taxi, parce qu'honnêtement, les premiers temps, on n'était tellement pas bien que de conduire, c'est difficile. Et puis après, quand elle allait un petit peu mieux, on prenait, nous, le véhicule pour aller à Montpellier. Après, pour venir ici, donc à Marseille, on prend le taxi, parce que déjà, d'une, elle peut être malade au retour derrière, ça arrive souvent. Et puis, nous, des fois, on n'est pas bien, suivant ce qu'on nous dit. Il y a quand même presque 3 heures de route pour participer à un essai. Donc, ça génère en fait une lourdeur matérielle d'organisation supplémentaire pour les familles et les patients qui participent à la recherche clinique. Et puis, ça génère aussi de nouvelles contraintes pour les unités en elles-mêmes, parce qu'à un moment donné, elles doivent coordonner, que ce soit l'unité d'où viennent à la base les patients et leurs familles ou l'unité de recherche, finalement un transfert d'informations, un transfert de coordination sur les soins de support qui augmente la difficulté d'ensemble. Et donc, sachant que la prise en charge étant de faire la prise en charge le plus proche du domicile de résidence, ça nécessite en fait des allers-retours en permanence et donc de la coordination entre des équipes. Et en dernier recours, et ça c'est un point qu'on a commencé à investiguer mais qui est toujours dans notre axe de réflexion et qui est un gros sujet, ça contribue à construire une nouvelle relation entre les soins palliatifs et la recherche clinique. Dans la mesure où participer à un essai de recherche précoce, c'est réouvrir un peu l'espoir, parce que ce sont des molécules innovantes qui permettent au moins d'envisager le fait qu'il y a quelque chose de possible à faire. Et ce faisant, les différents médecins et personnels d'équipe palliative se retrouvent un peu confrontés au rythme des essais précoces et n'ont pas forcément la place aussi pour amener la discussion sur la question des soins palliatifs. Et donc là, pour prendre les paroles d'un pédopsychologue de Montpellier, c'est voilà, quand on rencontre la famille pour discuter de la question potentiellement de la fin de vie, la proposition d'un essai précoce ramène tout de suite en fait un écrasement des temporalités, la participation va s'imposer d'elle-même, il faut d'abord aller au centre, recevoir la molécule, et donc mettre en place un programme pour la qualité de vie de l'enfant proche de la famille est plus difficile, et là, comme il le dit, ça se clive très vite. Tout ceci est de l'ordre de l'espérance amenée par la recherche qui est proposée, et va venir en premier écran masquer tout le reste. Et il a beaucoup de mal à travailler avec le reste, en particulier parler de l'accompagnement palliatif. Et concrètement, ça signifie que dans beaucoup de services qui font de la recherche clinique
et du soin standard et des palliatifs, il y a une réflexion pour mettre en place de nouvelles structures qui sont capables un peu de pondérer les deux et de réfléchir dans des réunions spécifiques comment combiner d'un côté de la recherche clinique précoce et de l'autre côté de la prise en charge palliative. Et donc ça se fait un peu partout en France, chacun innove, mais c'est une recombinaison qui est en cours. Voilà. Alors, j'arrive au bout de mon temps, je vais faire une conclusion assez brève. Donc, MAPIAX, comme je vous l'ai présenté, en fait, c'est une des étapes importantes pour aller vers la médecine de précision, parce que c'est obtenir finalement l'information sur les cibles moléculaires possibles pour ensuite identifier les médicaments adéquats. Et c'est un dispositif qui joue un peu un rôle de prescription de la recherche clinique actuellement, parce que cette médecine de précision est encore largement en phase de recherche précoce. Ça assure concrètement un accès élargi à la recherche, et ça joue ce rôle actuellement. Quasiment tous les services vont pouvoir discuter de la possibilité d'avoir une carte d'identité génomique d'une tumeur en rechute pour ensuite aller voir s'il n'y a pas un essai ouvert. Par contre, ça conduit à de nouvelles formes de trajectoires de soins qui peuvent être plus complexes, plus longues et qui peuvent avoir un rapport assez compliqué avec la prise en charge palliative. Et donc, ça génère concrètement des enjeux multiples, à la fois pour nous, sociologues, à suivre, mais pour les médecins, les personnels soignants et pour les familles, qui sont d'un côté des parcours de patients assez complexes, qui mêlent espoir, déplacement et qui posent la question de la continuité thérapeutique. Une pression sur l'organisation des services, qui doivent se connecter en fait avec d'autres services qui font ou ne font pas de recherche clinique, suivant de quel côté ils sont. Et puis, pose une question générale en fait, de comment la recherche est intégrée dans le système de soins et quelles sont les coupures qui sont faites ou qui ne sont pas faites ou qui disparaissent entre une activité de recherche clinique, en particulier précoce, et la prise en charge standard d'une pathologie. Voilà, alors je vais juste donner 2 mots encore sur la suite. Donc comme je disais, c'est des résultats qui sont intermédiaires, parce que le projet est toujours en cours. L'année qui vient, on va plus particulièrement étudier le lien entre MAPIACT, dont je vous ai parlé, et eSmart, donc l'accès à des molécules dans le cadre d'un essai national qui permet d'avoir accès à des molécules ciblées. Et les données, en particulier quantitatives, sur les parcours de soins vont bientôt être disponibles à travers les données de MAPIACT. L'idée, c'est de comparer aussi le fonctionnement des différents centres, parce qu'on a observé des centres qui ont quand même des fonctionnements assez différents sur la manière d'organiser localement le parcours de soins de leurs patients. Et puis aussi intégrer une dimension internationale. Et donc là, c'est ce que Sylvain et Solène sont en train de faire, c'est de mettre en place un module de comparaison avec, en Angleterre à partir des prochains mois, pour essayer de voir un peu comment s'organise ailleurs la mise en place de la médecine de précision en oncologie pédiatrique. Voilà, alors je vais juste remercier tout le monde, déjà le laboratoire, parce que c'est quand même là où on fait le travail, et vraiment c'est un point extrêmement important. Gustave Roussy qui nous soutient aussi, à travers à la fois aussi l'accès au terrain et aux données, et Imagine-Form Argo qui finance cette recherche, et surtout, en dernier recours, les patients et les médecins qui ont accepté de donner leur temps pour échanger avec nous. Voilà, je vous remercie.